Salut à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur comment apprendre le Lua. Alors, donc là je viens de recommencer du coup la vidéo parce que je m'étais rendu compte que j'avais pas foutu le son, donc il y avait juste l'image mais sans le son. Donc c'est un peu pénible, mais bon voilà, surtout que ça avait duré assez longtemps parce que vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui, donc je vais un peu me dépêcher. Donc on va parler des bases du langage. Donc le style pour les variables, etc. Donc déjà une variable, qu'est-ce que c'est? Eh bien je vous parlerai de ça juste après. Donc pour l'instant, notez juste c'est une boîte où on peut foutre des trucs dedans, genre un nombre ou autre. Donc pour choisir le nom d'une variable. Donc le nom, il faut pas pour la longueur du nom, il faut pas que ce soit un nom hyper long, genre mon chat qui dort dans la salle à manger, quoi. Si vous créez tout de suite un nom ou un truc comme ça, ça va être ça sert à rien parce que vous allez galérer à utiliser cette variable parce qu'il va vous falloir faire des contrôles C, contrôle V partout et c'est pas spécifique bien, contrairement à par exemple un truc plus simple genre mon chat qui est beaucoup plus simple. Donc voilà. Pour ce qui est du nom, donc la convention lexicale fait que en Lua, on préfère écrire en minuscules. Donc vous créez par exemple un truc qui s'appelle variable. Donc vous mettez tout en minuscules. Et par exemple, quand vous mettez un nouveau mot juste après, par exemple ma variable, mon chat, vous mettez la première lettre en majuscule pour distinguer tout ça. Voilà, ça ne veut rien dire. Mais voilà. Par convention, oui, donc on met pas la première et toujours en minuscule. Donc vous avez pu voir ces variables-là IKVT. Donc ce sont des variables qu'on utilise souvent pour les itérations. Donc les itérations, ce sont des boucles qui permettent de parcourir, par exemple, qui permettent de parcourir un tableau, etc. En augmentant, euh, en augmentant petit à petit, en parcourant tout le tableau. Donc on fait par exemple et là in et là il y a le tableau derrière et tout ça. Ça va faire plein de trucs derrière selon votre boucle. Et en gros, si vous affichez K ou V, le K va vous afficher la clé de la table où c'est. On sait pas très clair, mais en gros, donc I c'est égal à un index, K c'est égal à une clé, V c'est égal à une valeur et T c'est pour une table comme ça. Donc voilà, donc en gros c'est ce que ça représente quand vous l'utilisez dans une itération. Bon, vous pouvez mettre d'autres noms à la place de K et V, par exemple vous pouvez mettre directement key ou value, mais c'est juste pour mieux se représenter ça dans sa tête. Donc maintenant on va passer aux commentaires. Donc les commentaires en Lua, qu'est-ce que c'est? Donc un commentaire, c'est un texte pour pouvoir décrire votre code, pour que vous puissiez mieux le comprendre, mais qui n'affecte en rien le programme. Donc au lancement, le compilateur va complètement ignorer cette ligne comme si elle n'existait pas. Donc ça ne bouffe pas de place mémoire, rien du tout. Donc il y a deux types de commentaires. Il y a les types de commentaires sur une ligne. Donc là, voilà, un commentaire sur une ligne. Et il y a les commentaires qui sont sur plusieurs lignes. Voilà.
Voilà, et tout ça sera une zone de commentaires. Donc maintenant le point virgule. Donc dans certains langages, le point virgule il est utilisé, il est pour délimiter chaque fin de ligne. Donc par exemple en Java, il est obligatoire après quasiment chaque ligne. Euh, en Lua, c'est pas pareil. Donc il peut être utilisé comme en Java. Donc après chaque déclaration, après chaque truc que vous faites. Mais il n'est pas obligatoire. Il devient obligatoire seulement à partir du moment où vous instanciez, par exemple, où vous faites deux choses sur une seule ligne. Donc sur une seule ligne, c'est pour séparer. Donc si vous faites ça comme ça va foutre un gros crash, ça va faire n'importe quoi. Alors que si vous mettez un point virgule, ça va séparer. Et du coup, ça va être bon. Vous pourrez utiliser ces deux variables et le programme va pas faire n'importe quoi. Donc maintenant, on passe aux mots-clés en Lua. Donc ce sont tous des mots-clés qui sont utilisés pour faire certaines actions, des boucles, des conditions, euh, pour faire des opérateurs, enfin des opérateurs logiques et tout ça. Enfin non, là c'est pas des opérateurs logiques, mais voilà. Si c'est des opérateurs logiques, je suis con. Par exemple le AND, le OR ou le NOT. Donc ce sont des variables qui ne peuvent pas, non, ce sont des mots-clés qui ne peuvent pas être utilisés comme nom de variable. Sinon le programme va planter. Donc par exemple si vous faites ça comme ça va faire un crash. Par contre comme le Lua est un langage sensible à la casse, c'est-à-dire que il voit si les lettres sont en majuscule ou pas. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple le D en majuscule, il ne va plus le considérer comme un mot-clé. Et du coup, vous pourrez appeler cette variable AND avec un D majuscule, ou par exemple AND comme ça, ou AND comme ça. Donc, et pareil pour tous les autres mots-clés. Donc maintenant, les séquences d'échappement. Donc déjà, vous pouvez oublier celui-là, vous pouvez oublier, enfin, le saut de page, lui, voilà, donc tout cela, ce sont des trucs à oublier parce qu'ils fonctionnent. Enfin, je les ai jamais fait fonctionner, j'ai jamais compris, enfin, jamais réussi. Quand on les utilise, ça fait des caractères bizarres, ça fait rien du tout. Donc, qu'est-ce que c'est que le saut de ligne? Donc, c'est un caractère spécial, donc qui est un caractère 8 bits, qui est utilisé au lieu de faire print A, voilà par exemple, pour afficher dans la console un A, puis la ligne d'après un autre A, vous pouvez faire plus simplement /n A, comme ça. Et en gros, à partir du moment où il va choper un backslash, le compilateur va se dire tiens, il y a une séquence d'échappement, il faut que je regarde ce qu'il y a après. Il voit qu'il y a un N, donc il va passer à la ligne, et donc ça va afficher A, ça va aller à la ligne et ça va afficher un autre A. Ensuite, pour les caractères, pour une barre oblique. Donc comme le slash est déjà utilisé pour démarrer une séquence d'échappement, donc le compilateur et ben il va falloir trouver un truc pour pouvoir afficher justement un backslash sans que ça entraîne ce genre de truc à essayer de rechercher s'il y a un N ou ou une apostrophe derrière. Donc la solution a été de mettre un autre backslash. Comme ça, on peut donc en mettant deux, vous en affichez seulement un. Mais c'est comme ça, par principe. Donc pareil, si vous voulez afficher, donc là vous mettez du texte, voilà. Et si vous voulez mettre ça par exemple, ou alors vous mettez voilà, je suis grand, je sais pas quoi, et vous voulez mettre le je suis entre guillemets.
Donc vous voyez que là, ça fait n'importe quoi et que ça le met pas en bleu comme si c'était du texte. Simplement parce que là, ça fait le début, ça correspond au caractère de début et là à celui de fin. Donc ça veut dire que là, ça va vous renvoyer une erreur parce qu'il essaye de choper un truc qui n'existe pas. Enfin, ça fait n'importe quoi. Donc la solution, c'est de mettre des backslash devant. Et du coup, ça va vous afficher je suis avec suis entre guillemets. Vous pouvez faire pareil avec des apostrophes. Enfin, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé parce que vous pouvez mettre directement comme ça. Et par exemple, pareil, si vous voulez pas vous embêter, vous mettez entre guillemets, vous mettez je suis grand comme ça. Et là, ça va fonctionner aussi, mais bon, si vous avez du texte à mettre et que vous avez des guillemets et des apostrophes, mieux vaut utiliser les backslash. Donc maintenant, on va passer aux 8 types de base qui existent en Lua. Donc là, vous pouvez voir qu'il y avait ma brève explication juste avant que je me rende compte que je ne filmais pas. Enfin, pas le son. Donc, le type nil. Le type nil, donc, c'est rien du tout. C'est une absence de valeur, comme ce qui a été dit là. Donc, si vous créez ça, si vous créez une variable qui s'appelle comme ça, donc en soi, ça n'a aucun intérêt d'en faire une juste comme ça et ensuite de l'afficher. Ça va juste vous renvoyer nil, ça sert à rien. Par contre, ça peut être utile, par exemple, si vous avez un nombre, vous avez une fonction qui fait que rien est égal à nil. Enfin, vous faites d'autres actions et ensuite rien, vous lui mettez une autre valeur ensuite, mais en attendant. Donc là, ça peut être utile. Donc si vous déclarez une variable locale, enfin une variable qui s'appelle par exemple x et qui est égale à nil, donc l'emplacement mémoire de la variable x existera, mais il n'y aura aucune mémoire, aucun emplacement mémoire dans cette variable vu que nil n'est égal à rien du tout. Donc pourquoi utiliser de la mémoire alors qu'il n'y en a pas besoin. Donc le type booléen, donc booléen en français. Donc ce sont les valeurs true and false. Donc vrai ou faux, vrai et faux. Donc qui permettent de faire des choses en testant si quelque chose est vrai ou faux. Donc sachant que si vous testez avec nil, nil sera considéré comme faux et et le reste, par exemple 12 comme vrai. Si dans donc là voilà, si par exemple vous faites nil égale false, donc là ça va marcher ça, et vous faites print oui, voilà, donc nil c'est considéré comme false. Par contre si vous mettez 12, là ça va rien faire du tout parce que 12 c'est considéré comme true de base. Voilà. Donc le number, donc là c'est un des plus simples types. Là, entier. Donc c'est un nombre. Donc un nombre, n'importe quel nombre. Donc ça peut être un nombre entier, donc comme 12. Ou alors un nombre à virgule, 12,6 avec un point, parce qu'on est en informatique. Donc flottant, donc c'est pareil. Ou hexadécimal. Donc hexadécimal, c'est-à-dire avec un OX et par exemple FFFF. Enfin, en hexadécimal. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à faire une recherche pour voir. C'est notamment ce qui est utilisé pour les couleurs. Donc par exemple en programmation web pour le cascading style sheet, donc les feuilles de style qui permettent de rendre beau vos pages, vous pouvez utiliser l'hexadécimal pour mettre de la couleur, en plus d'utiliser la fonction RGB. Donc ensuite, comme autre type, il y a les strings. Donc les strings, ça veut dire chaîne de caractères en anglais. Donc c'est-à-dire une chaîne de caractères. Donc c'est-à-dire ça, voilà. Ça c'est une chaîne de caractères.
Donc en Java, c'est donc un langage 8 bits clean en Lua. Donc c'est-à-dire qu'il utilise les caractères 8 bits. Donc voilà, vous pouvez pas mettre d'émoticônes dans vos chaînes de caractères, à part les smileys comme ça qui ne sont pas vraiment des émoticônes. Ensuite les fonctions. Donc les fonctions c'est comme en mathématiques, sauf que ça marche pas que sur des nombres. Ça peut renvoyer du texte, ça peut changer des variables, ça peut afficher du texte. Mais en gros ça fait pareil. Donc ça peut ça il y a des fonctions qui n'ont pas de paramètres. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas par exemple de x à mettre, donc un nombre à mettre dedans qui va être renvoyé ensuite. Des fois il n'y a rien à mettre et ça va faire tout seul. Et voilà. Donc ensuite les user data. Donc comme c'est dit ici, c'est pour stocker des données arbitraires de C. Donc c'est un langage, le C, dans des variables UA. Donc ça c'est quand on utilise l'UA, la librairie l'UA pour le langage C. Donc ici nous on fait du LUA à proprement parler, le langage de script, pas le langage importé sur un autre. Donc les threads. Donc c'est des threads qui sont indépendants de l'exécution, qui permettent de mettre en place des coroutines. Donc c'est pas très clair, mais bon, dans un prochain épisode, donc dans assez longtemps, parce que les coroutines, quand même, c'est pas un truc très simple. Enfin, ça va, mais c'est pas c'est pas méga simple à comprendre. Donc, et les threads non plus. Les threads non plus. Donc, faut savoir, les threads en Lua, c'est pas pareil que ceux du système d'exploitation. Ça n'a rien à voir. Et les coroutines du Lua peuvent être utilisées sous n'importe quel OS, même ceux qui ne fonctionnent pas avec les threads. Voilà. Et on en vient ensuite au dernier type, qui est assez courant. Donc, c'est les tables. Donc, ça peut contenir des valeurs de tous les types, sauf nil, qu'on peut ensuite utiliser. Par exemple, comme j'ai dit ici, on peut faire une note, enfin une table, entièrement composée de nombres qui contiennent des notes d'élèves. Donc en gros, une table, ça se présente comme ça. Donc vous l'instanciez comme ça. Et ensuite dedans, donc c'est là que c'est un peu bizarre en Lua, parce que en Lua, les tables, ça mélange les listes et les dictionnaires en même temps. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, donc les listes, c'est seulement des valeurs qui sont énumérées à la suite, comme ça. Par exemple, D, 3, 2,7 à la suite. Donc là, c'est une liste de valeurs. Alors que les dictionnaires, c'est une liste de variables qui ont des valeurs. Par exemple, V égale 2, Z égale test. Comme ça, par exemple. Et, et voilà. Donc c'est un peu mal foutu, mais bon, c'est comme ça. Alors ensuite, là on va passer à des trucs un petit peu plus, on va dire, complexes. Donc la coercition. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est une conversion automatique des... comment dire? Une conversion automatique de certaines valeurs à l'exécution. Par exemple, ici, donc là j'ai fait un exemple. Donc si on crée une variable locale x qui renvoie une chaîne de caractères, donc ça c'est un texte 12 plus 4. Donc en soi, dans un langage qui est typé, donc par exemple qui est typé de base, donc par exemple comme le Java, où quand vous instanciez vos variables, vous déclarez le type de la variable en même temps. Donc en Lua, vous n'avez pas à faire ça. Donc ça permet de... Vous n'avez pas de cast, c'est comme ça que ça s'appelle, à faire avant. Donc par exemple, à faire un truc genre comme ça qui serait comme ça justement en Java. Donc ça veut dire que int, donc int ça veut dire integer, donc entier en anglais.
donc qui permettent de convertir ça en nombre entier. Donc là, ça va le faire automatiquement, et du coup, ça va, quand on va l'afficher de la console, ça va renvoyer directement 12 plus 4, 16, et ça va le transformer en un nombre. Donc là, le type de cette variable sera un nombre. Ensuite, la concaténation. Donc qu'est-ce que la concaténation? Donc c'est le fait d'emboîter de fusionner deux morceaux, enfin deux variables ou deux valeurs. Par exemple, comme je l'ai dit ici, comme je l'ai fait ici, donc une variable locale z qui contient un string a, on peut le concaténer. Donc la concaténation en Lua se fait avec deux points, et ça permet de fusionner z avec, par exemple, cette autre chaîne de caractères, le monde. Donc ça va retourner a le monde. Donc voilà, vous pouvez faire pareil. On aurait pu faire local a égale z point le monde, et du coup dans ce cas là, si on affiche a, ça va afficher ça. Maintenant on passe aux opérateurs arithmétiques, relationnels, logiques et l'opérateur length. Donc les opérateurs arithmétiques, donc c'est très simple, donc c'est ceux qu'on voit à l'école, enfin voilà, sauf que ça c'est pas le x, donc c'est le fois sur les ordinateurs, donc c'est la petite étoile, c'est l'opérateur de multiplication, celui-là de division, d'addition, de soustraction. Là c'est le modulo. Donc le modulo, pour faire vite fait, donc c'est un peu comme le modulo mathématique. Donc si vous faites le modulo si vous affichez par exemple en Lua, vous affichez le modulo de 13 et de 4, et bah ça va vous renvoyer du coup 1. Donc ça renvoie le reste, ça renvoie seulement le reste de cette division euclidienne. Ça renvoie le reste d'une division euclidienne. C'est-à-dire que 13 divisé par 4, en division euclidienne, ça fait 3 plus 1. Ça fait 3 fois 4 plus 1. Donc 12 plus 1. Donc ça va vous renvoyer le 1. Ensuite, ce symbole-là, donc il est utilisé dans les tableurs genre Excel, il me semble. Donc c'est le caractère d'élévation. Donc ça permet d'élever à une puissance. Par exemple, vous avez un nombre 2. Et là, vous l'élevez à la puissance 2. C'est-à-dire, vous faites 2. C'est comme si vous faisiez 2 exposant 2. Donc ça va vous renvoyer 4. Vous pouvez faire ça avec 3. Donc ça, enfin, avec tout ce que vous voulez. Genre 33 000, tout ça. Donc ensuite, les opérateurs relationnels. Donc, ce sont aussi les trucs basiques qu'on apprend à l'école. Donc, genre, plus grand que, plus petit ou égal, plus grand ou égal. Plus, c'est deux nouveaux, enfin, non, pas nouveau, mais en gros. Donc celui-là, c'est un peu mal foutu parce qu'en plus, il faut appuyer sur Alt graphique 2 et ensuite faire le égal, au lieu dans tous les autres langages de faire comme ça. Mais en gros, c'est pour dire pas égal. Et ça, c'est pour égal. Mais les opérateurs relationnels sont utilisés seulement dans les conditions, ou quasiment que. Parce que là, il y a deux égales, vous pouvez voir, alors que quand on crée une variable, on n'en met qu'un seul. C'est pour faire la distinction. Donc maintenant, les opérateurs logiques. Donc ce sont AND, OR et NOT. Donc AND qui veut dire et, OR qui veut dire ou, et NOT qui veut dire pas. Donc ça permet dans une condition d'ajouter quelque chose. Donc ça veut dire que par exemple dans une condition, si vous faites si gna 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 est vrai et que en plus vous voulez savoir si un autre truc est faux pour pouvoir ensuite exécuter cette condition, au lieu de faire deux conditions, donc si gna 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 égale false par exemple, et ensuite en dessous vous faites une autre condition si truc bidule égale true, et ensuite vous faites votre condition, vous pouvez faire les deux d'un coup, donc gna 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 égale false and gna 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 égale true. Donc il y a le or, donc c'est ou, donc si gna 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 égale true, ou alors si gna gna gna
égale false, alors on fait ça. Et le not, ça permet de renverser en quelque sorte euh, une enfin un booléen. Donc en gros, si c'est pas si not true, par exemple if not true, c'est à dire si c'est pas vrai, donc c'est égal à if false. Enfin, c'est compliqué à dire comme ça, mais en gros, ça renverse la. Bon, je vais dire un mot qui est pas français, mais vous comprendrez sûrement la booléanité. En gros, le fait que ce soit vrai ou faux. Donc, si quelque chose est vrai et que vous mettez note devant, ça va tester si c'est faux. Ensuite, les ordres. Non, l'opérateur length. Donc, length, ça, comme son nom l'indique, ça veut dire longueur en anglais. Donc, ça permet de renvoyer la taille, par exemple, d'une table, comme on a dit d'abord, ou alors d'un string. Donc, par exemple, mon string est égal à texte. Donc, texte, on peut voir que ça contient 4 caractères. Et si vous affichez print hashtag, enfin, dièse mon string, ça va afficher le nombre de caractères, donc 4. Pareil avec une table, sauf que ça va renvoyer le nombre d'index qu'il y a, donc le nombre d'enfants qu'elle a. Enfin, il y aura un épisode consacré aux tables où je parlerai vraiment. Ce sera plus clair pour vous. Là, pour l'instant, c'est les bases. Donc, les ordres de priorité. Donc, c'est-à-dire du plus important au moins important. C'est-à-dire lesquels sont exécutés en premier, sont vérifiés en premier. Donc, c'est le OR qui l'emporte. Donc, si vous faites une condition, vous faites si gna gna est vrai et gna gna est faux, ou alors gna 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 égale 2, et bah c'est le ou qui l'emportera si c'est la condition est résolue. Enfin, c'est compliqué comme ça. Pareil pour le end. Et ensuite pour ça, bah enfin voilà, c'est les ordres de priorité d'exécution. La concaténation, c'est avant les additions et tout. Donc ça permet de faire bien fonctionner le langage. Donc là, ce moins là, on peut voir qu'il y a aussi ici, mais c'est pas du tout le même. Donc c'est comme on dit, c'est le unarray. Donc unarray, ça veut dire c'est en gros c'est le renversement d'une variable. Voilà, genre vous avez une variable locale x qui s'appelle 2 et que si vous affichez moins x, ça va vous afficher moins 2. Bon, c'est tout con. Mais voilà, c'est l'opérateur de retournement des relatifs, on va dire. Bon, ça va. Donc maintenant on passe à la deuxième partie et la dernière de cette vidéo parce que ça va commencer à faire un peu long. Ouais, ça commence à faire un peu long. Mais bon, c'est cool. Donc une variable. Donc qu'est-ce que c'est une variable? Donc ici, voilà, donc j'ai fait une petite blague. Donc c'est une boîte. Donc en quelque sorte, on peut visualiser une variable comme étant une boîte. Donc une variable, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un emplacement de mémoire qui peut contenir quelque chose. Donc en gros comme une boîte qui contient par exemple du pain ou des gâteaux. Sauf que cette boîte, donc c'est une boîte avec une étiquette, par exemple, qui a un nom. Donc par exemple, on peut se visualiser, par exemple, on crée une variable, ma boîte, qui contient des gâteaux. Donc genre on va faire voilà, gâteau. Donc c'est comme si on va dire dans votre tête vous imaginez une boîte avec une étiquette où il y a écrit le nom de la variable, donc boîte, et dans cette boîte il y a quelque chose. Donc là c'est une chaîne de caractères qui est égale à gâteau. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quoi, un 2, plein d'autres et plein de trucs comme ça. Donc c'est une boîte. Donc
une case mémoire, un emplacement mémoire d'une variable contient 8 bits. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter la taille en mettant plus de valeurs et tout. Enfin, voilà, 8 bits. Donc 8 bits, ça fait combien d'octets? Aucune idée. Si c'est pas genre 8 octets 1 bit. Bon, je sais plus, c'est pas grave. Donc maintenant, on va passer aux variables global et local. Donc il y a deux types, entre guillemets, pas de type, mais ouais, on peut dire ça comme ça, de variables. Donc soit elle peut être globale, soit elle peut être locale. Donc en disant ça, en disant global et local, déjà dans votre tête, vous pouvez vous imaginer un peu. Donc global, ça veut dire qu'elle va fonctionner dans tout le programme. Donc, ça veut dire que où que vous soyez, vous pourrez récupérer quand même cette variable. Donc par exemple, si vous instanciez ma variable égale 2, comme ça, elle sera dans tout le programme, on pourra la choper. Donc, par exemple, ici, plus loin, là, on pourra la choper. En haut, on pourra la choper tant qu'elle existe. Donc, existe dans tout le programme. Et elle est globale parce qu'on n'a pas mis, parce qu'on n'a rien mis devant. On l'a instanciée comme ça. Ensuite, les variables locales. Donc, elles sont précédées du mot-clé local qui permet de la mettre en local et qui existe seulement dans le bloc où elles sont. Donc le bloc, qu'est-ce que le bloc? Donc le bloc, c'est la partie où elle est. Par exemple, si vous avez une condition, if true, then. Donc là, pour l'instant, c'est pas très clair si vous connaissez pas un minimum de langage de programmation pour les conditions. Donc une condition, bah, c'est comme en français, c'est une condition quoi. En gros, ça veut dire que si cette ligne là, elle est résolue, enfin elle existe, donc ça veut dire qu'on va faire ce qui est là dedans, en gros, voilà. Donc là, if true, alors on fait. Donc ça, c'est une condition qui s'effectue à chaque fois parce que si on dit et si true égale à true, parce que en gros, ça c'est sous-entendu si vrai égale vrai. Donc vrai forcément égale à vrai. Donc ça va forcément exécuter ce code-là. Donc si vous créez une variable x qui s'appelle 2 ici et que vous l'affichez par exemple ici, donc là, elle va bien s'afficher et elle va renvoyer 2. Mais si vous l'utilisez ici et que vous faites print x ici, eh bien ça va renvoyer une erreur parce que la variable a été déclarée localement dans ce bloc là. Donc le bloc il est défini par le début de la condition et le end. Donc là, si vous faites un print ici, ça renverra une erreur. Le moyen que vous pouvez faire, c'est genre vous faites enfin, vous pouvez faire par exemple créer une variable globale qui s'appelle x qui a fait 2 et là vous créez une nouvelle locale x qui s'appelle enfin, qui renvoie x global et donc là ça va afficher 2 et si vous faites print x ici ça va aussi vous afficher 2 et ce sera bon. Donc voilà. Donc c'est conseillé d'utiliser le mot-clé local sur une variable parce que ça permet d'allouer de la mémoire. Donc il y a moins de mémoire qui est utilisée pour faire fonctionner une variable globale parce que justement elle existe que dans le bloc où elle est, donc c'est à dire qu'elle est oubliée ensuite par l'ordinateur. Alors que la variable globale elle reste toujours en mémoire parce qu'on peut en avoir besoin à tout moment. Alors que la locale, si elle est plus dans le bloc, de base on part du fait qu'elle n'existe plus. Donc maintenant l'affectation. L'affectation, c'est la déclaration, c'est l'instanciation d'une variable. Donc elle peut être simple, comme je vous ai montré. Donc locale, on crée une variable locale, on met son nom, et ensuite on la met qu'elle est égale à quelque chose. Donc un type, n'importe quel type, qui peut être un nombre, une chaîne de caractères, ça peut encore être une table, ça peut être n'importe lequel des types qu'on a vu là. Ça peut même être une fonction, genre local main égale function, gna gna. Ensuite là les trois petits points c'est le code que vous mettez dedans et voilà.
Ça peut être plein de trucs. Donc là, c'est l'affectation simple. Il y a aussi l'affectation multiple. Donc c'est-à-dire que sur une ligne comme ça, vous pouvez instancier plusieurs, plusieurs variables. Donc par exemple, local tab 1, tab 2 et genre str pour string. Donc là, ça veut dire que vous avez créé une première table, une deuxième table qui par exemple contient genre deux tests et ensuite un string qui va s'appeler test2. Voilà. Et là, ça va fonctionner. Donc là, ça veut dire que ça va être que tab 1, ça va être égal à ça. Tab 2, ça va être égal à ça. Et str à ça. Voilà, donc on arrive bientôt à la fin. Donc les déclarations pour chaque type. Donc une table, comme je l'ai montré plus haut, donc une table, vous la définissez comme ça. Local ma table. Et là, vous mettez des crochets. Donc là, ce sera une table qui est vide, mais elle sera déclarée. Vous pourrez rajouter des index dedans, des nombres, plein de trucs. Alors, pour une fonction, donc soit vous faites comme ça, local function, le nom de votre fonction, les crochets, enfin les parenthèses pour ensuite mettre les paramètres si vous en avez. Et ensuite end. Soit, comme je vous avais montré, local, ma fonction est égale function, comme ça, le reste, et end. Donc voilà, il y a deux façons de faire quand vous la mettez dans une variable. Après, vous pouvez créer une fonction directement sans la mettre dans une variable. Donc vous faites function main, voilà, et là vous mettez print hello world, voilà, par exemple. Et là, du coup, elle sera contenue dans aucune variable. Mais enfin, elle sera quand même, on pourra quand même l'utiliser en faisant main comme ça. Donc un nombre. Donc un nombre, c'est le truc le plus basique qu'on fait depuis tout à l'heure. Donc local mon nombre égale 12. Par exemple 0x ff aa33. Voilà. Bien. J'ai mis un f de trop. Enfin voilà, en hexadécimal. Donc le texte, pareil, entre crochets ou entre guillemets ou entre apostrophes et le texte. Ensuite les constantes. Donc j'en ai pas parlé. Donc les constantes, qu'est-ce que c'est? Donc c'est pas un type à proprement parler. Ça peut c'est une variable qui peut contenir n'importe quoi. Donc là j'ai mis un chiffre, mais ça aurait pu être une fonction, une table, un texte, tout ça. Mais en gros le fait c'est que vous la mettez seulement en majuscule. Et en gros ce sera considéré comme une variable fixe, donc où la valeur ne change pas, ou alors elle change, genre max munitions, enfin, par exemple en fonction du niveau, il y a plus de munitions, mais en gros c'est un truc fixe normalement, qu'une constante, comme son nom l'indique. Donc la portée lexicale. Donc là, comprendre où commence et se termine une variable. Donc il faut savoir, oui, donc je l'ai pas forcément dit, mais ce tuto et les autres qui vont venir sont largement inspirés de ce site. Donc sur le cours Julia de développer.com. Sauf que c'est en version du coup vidéo et avec mes explications à moi sur le fonctionnement du Lua et mes propres exemples, ainsi qu'une reformulation différente des termes. Mais en gros, les étapes suivront à peu près dans le même ordre parce que c'est comme ça qu'on apprend la programmation. On ne va pas apprendre par exemple les coroutines avant de savoir ce que c'est une variable. Donc c'est pour ça. Donc la portée, donc je vais mettre beaucoup de secours qui permettent donc d'appeaufiner mes explications. Donc merci beaucoup à la personne qui l'a fait. Donc je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez le voir. Parce que du coup, je ne serai pas là pendant longtemps pendant les vacances. Donc je pourrais pas faire d'autres tutos jusqu'au moins presque à la rentrée. Donc voilà. Donc la portée lexicale. Donc la portée lexicale, c'est comprendre où commence et se termine une variable. Parce que sinon votre programme il plante. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, avec les fonctions, avec les variables locales et globales. Donc par exemple, qui est existante seulement dans le bloc. C'est-à-dire qu'il faut comprendre
où commence le bloc où vous l'avez instancié, où vous l'avez créé, votre variable, et où il se finit. Donc où la variable ne pourra plus être utilisée. Et comme le dit donc justement le site, il est très important de bien comprendre cette notion de portée lexicale et de bien saisir que chaque variable n'est définie et n'existe que dans le bloc qui la contient. Donc voilà. Donc il faut faire attention à ça, sinon ça entraîne des plantages. Et donc on arrive sur cette dernière notion de ce tutoriel en Lua, enfin de cet épisode, donc le typage. Donc Lua c'est un système de typage dynamique. Donc il n'y a pas besoin, comme en JavaScript, en Java ou en TypeScript par exemple, ou encore en C++, et j'en passe. Donc il n'y a pas besoin à la création de variables de définir son type en mettant par exemple comme on va dire allez on va faire en TypeScript. Donc j'arrive plus à parler. En TypeScript, si vous faites genre ma variable égale 12, donc en TypeScript c'est un peu différent du Java, donc vous pouvez écrire ça parce que logiquement de base il est en même temps un peu typé dynamiquement. Donc si vous savez pas ce que c'est TypeScript, c'est un sous-ensemble de JavaScript. Donc en gros c'est un langage c'est le JavaScript, c'est un langage qui est transpilé en JavaScript. Donc en gros pour faire simple, c'est un langage où il y a un transpilateur, donc qui va choper chaque morceau du code et qui va le transformer en JavaScript. Donc voilà, qui va du coup, donc c'est du coup un langage qui est utilisé dans le web, donc comme le CoffeeScript si vous connaissez, mais en beaucoup mieux je trouve. Et ça a été développé par, si je dis pas de conneries, c'est Microsoft. Je sais plus, attendez. Je sais plus. Ou alors Google. Merde. Putain, je sais plus. C'est Microsoft. Voilà. Donc voilà, donc par exemple, si voilà, comme ça vous définissez que ma variable c'est un nombre et ensuite vous pouvez mettre ma variable égale 12, 21 plus long, voilà, comme ça. Donc en Java c'est différent, donc dès que vous créez la variable vous êtes obligé de mettre int mon nombre égale 12. Vous êtes obligé à chaque fois de dire si c'est un int, un float, un double ou plein d'autres conneries comme ça. Alors, donc voilà. Donc le Lua c'est un typage dynamique, donc à l'exécution ça sait automatiquement que ça c'est une chaîne de caractères, donc un string, et ça c'est une table. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel qui a été bien long, bien long, ça est le plus long. Surtout que je l'ai fait 2 fois quand même, hein. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc là il y a beaucoup de notions à retenir, donc essayez de bien avoir tout ça en mémoire. Vous entraînez un peu avec les quelques exemples que j'ai fait. Donc là on a fait de la programmation, mais pas vraiment bien de la programmation qui permet de faire quelque chose de cool. Là c'était surtout les bases pour bien, donc les bases donc pour bien avoir tout en tête, pour bien tout savoir, pour qu'ensuite la prochaine fois donc on puisse s'attaquer bien mieux avec vous aurez tout en tête pour faire de la programmation à proprement parler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire si vous avez des choses à dire, des impressions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour me dire par exemple ce que j'aurais dû mieux expliquer ou autre, de dire vos impressions, si vous y arrivez bien. Si vous avez un problème quelque part, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre. Donc là, ça va être un peu dur pendant les vacances. Bon, j'essaierai, j'aurai pas de connexion, donc ça va être dur, mais j'essaierai quand même, je me débrouillerai. Donc j'espère que ça vous a plu.
Et n'hésitez pas donc à aimer la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait et si vous aimez mon travail. Donc merci à tous et salut tout le monde.